management à distance. On va d'abord parler de ce qu'est le management à distance, parce que c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Effectivement, le management à distance, on le vit, on peut le subir. Alors oui, c'est vrai qu'il y a la présentation d'Antego, j'y reviendrai après effectivement sur voilà, de qui on est, etc. Je vais revenir dans le vif du sujet, on y reviendra après. Donc le management à distance, de quoi parle-t-on ? Donc c'est un mode de management qui consiste d'abord à manager des collaborateurs qui travaillent depuis un autre lieu. C'est donc un éloignement physique à la fois du manager et des collègues. Le management à distance, en fait, là, de comment on le met en œuvre dans le contexte qui est le nôtre à l'heure actuelle, on est plutôt sur un contexte qui est subi et pas forcément souhaité par l'entreprise. On a plusieurs contextes qui nous fait penser que finalement le management à distance, ça a été pas forcément des choses qui sont voilà, nouvelles. On a des métiers comme les commerciaux voilà, qui sont déjà dans un système où on doit manager des personnes à distance. On a des configurations géographiques aussi avec voilà, des sites de production, des antennes régionales qui font que, encore une fois, ce mode de management existe. Et c'est vrai que selon, là notamment avec la période de confinement qu'on a pu avoir, c'est aussi un travail à distance qui a été de plus en plus souhaité finalement par les salariés. Subi dans un premier temps par cette première vague de confinement et au final, certains salariés se sont plus ou moins retrouvés et donc vient vraiment comme une forme de, voilà, où on s'est apprivoisé ce mode de fonctionnement-là et de pouvoir petit à petit l'intégrer comme une réalité du travail qui est nouvelle et donc une conception aussi du travail qui est complètement repensée. Il y a aussi en lien avec ces contextes aussi le souhait de contribuer à un équilibre vie privée et vie pro. Donc voilà, on est vraiment sur ce chamboulement-là. La question ici, donc, par rapport à ce management à distance, c'est vraiment, est-ce que ce travail, il est subi ou choisi? Est-ce que, voilà, il y a eu lieu, il y a eu une rupture organisationnelle ou pas? L'équipe, est-ce qu'elle a toujours fonctionné à distance? Est-ce que l'état d'esprit, il y a un état d'esprit d'équipe qui est déjà au sein de l'entreprise, initié même au niveau de la culture de l'entreprise ou pas? L'approche que l'entreprise va avoir du travail à distance, quelle est-elle? Donc, il y a vraiment aussi plus largement, voilà, on est dans un système et comment ce système-là évolue au sein de l'entreprise et comment voilà, on appréhende ce travail à distance. Donc là, c'est vrai que une question vraiment qui est intéressante à se poser, c'est vraiment de savoir comment a évolué la perception du travail à distance dans l'entreprise, que ce soit par la direction, par les managers, par les collaborateurs, depuis justement cette première vague de confinement qu'on a eue au mois de mars et comment les personnes se sont appropriées voilà, cet état d'urgence à voilà, un état peut-être un petit peu plus serein en prenant du recul par rapport à mars dernier sur voilà, l'organisation qui se met en place tout doucement. Et le sentiment aussi d'être un petit peu moins démunis pour certains contextes, en tout cas. Donc, c'est vrai que là, globalement, le management à distance, on a différentes formes de travail à distance. Il se fait, et là, par la période effectivement que l'on vit, vraiment plus sur le télétravail, donc le télétravail qui se fait à domicile, qui peut être plus ou moins formel, plus ou moins occasionnel aussi, épisodique. On a également une forme de travail à distance qui est le travail nomade, donc c'est vraiment des salariés qui travaillent n'importe où et n'importe quand. Et donc, c'est vrai que sur cette approche-là,
on va être un petit peu plus sur un management ambidextre, en fait, où on va être à la fois sur du présentiel et à la fois sur du distanciel. Et c'est ce qui va vraiment tendre de plus en plus dans nos pratiques, de toute façon, sur les pratiques à venir. Et on a aussi, bien sûr, tous les lieux, donc comme nous, là où on est à l'Équin, donc des cowork office, des télécentres, qui permet dans un même lieu de pouvoir avoir un bureau qui puisse voilà, être vraiment dans une forme de plusieurs multi-sites, multi-entreprises, avec voilà, des événements qui peuvent se faire en commun et la relation aussi du lien que peut se faire entre les différentes entreprises et la force de la complémentarité aussi de ces activités qui en ressort. Et donc, c'est encore une forme de travail qui est vraiment intéressante, mais voilà, qui peut être différente du coup dans l'approche managériale, en tout cas, à mener. Donc, nous, on va se concentrer principalement là sur la forme du télétravail qui nous concerne tous là, principalement donc à ce jour. En sachant que finalement, parmi ces 3 grandes formes de travail à distance, on a en fait des inquiétudes qui peuvent être communes. La première inquiétude, c'est voilà, de pouvoir avoir cette appréhension de cette difficulté de contrôle justement du manager, comment je vais me positionner par rapport à cette équipe. La distance, elle est vraiment perçue comme une contrainte et elle ajoute du coup une difficulté à la fonction de contrôle en fait du manager par rapport à l'incertitude de ce que peut réaliser finalement le collaborateur. Donc, c'est vraiment la principale inquiétude. La seconde inquiétude, c'est aussi le sentiment d'isolement de la part des collaborateurs. Donc, il y a une forme voilà, de réticence qui est engendrée aussi par la distance géographique. Ça renvoie au sentiment d'isolement et ça conduit aussi au raisonnement du type plus un individu travaille à distance, plus il se sentira isolé de par aussi le contexte que lui, il peut avoir aussi d'un point de vue personnel. Et là aussi, les cas sont très personnalisés. Donc, bien sûr, en tant que manager, c'est vraiment des choses à tenir compte dans l'accompagnement justement des collaborateurs sur vraiment tout le travail à distance qu'il a à mener. Donc, le défi, finalement, c'est de pouvoir mettre en œuvre un management à distance qui soit performant. Et pour cela, en fait, c'est vraiment dans un premier lieu de changer la conception que l'on peut avoir de l'homme au travail. Et c'est vraiment une première clé qui est vraiment essentielle, selon moi, parce que c'est vraiment une transformation culturelle à avoir dans les schémas de pensée, dans certaines mentalités, où on est encore en France, très présent sur la notion de culture du présentéisme. Et donc, voilà, c'est de pouvoir aussi, à un moment donné, se poser là-dessus. Et donc, ce qui m'amène à vous présenter déjà un des premiers effets justement du travail à distance, surtout quand on est vraiment sur du 100% comme on peut le vivre actuellement. Là, on est vraiment sur le fait que en France, on est très ancré sur le présentéisme parce que c'est déjà défini en fait par le Code du travail. Les collaborateurs, ils sont payés pour un nombre d'heures, pour un nombre de jours de travail. Donc, c'est aussi dans les mentalités, en fait. C'est aussi ancré dans certaines cultures d'entreprise. Et selon une enquête qui a été menée par Glassdoor, donc il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre 2019, un Français sur 3 n'ose pas quitter le bureau avant 18 heures. Au point qu'un employé interrogé sur 5 avoue travailler sur des tâches personnelles juste pour faire passer le temps au bureau. Donc, c'est vraiment très, 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 très fort. Cette même enquête, elle montre qu'une personne interrogée sur 4 se sent gênée d'être le ou la dernière arrivée au bureau. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que certains salariés, ils tentent de prouver leur motivation en arrivant tôt au bureau et surtout en partant tard, donc en faisant des horaires à rallonge. Là où on peut penser que du coup, il y a un déclin du présentéisme avec justement ce travail, la montée en puissance du travail à distance et du télétravail, on assiste du coup à un autre risque qui est celui des salariés ultra connectés.
ces salariés-là, ils sont dans un état d'esprit où on est sur une connectivité permanente et qui du coup contribue à brouiller les frontières entre le temps de travail et la vie hors temps de travail. C'est vraiment un vrai risque parce que du coup, ça fait vraiment perdre les repères temporels et du coup, ça fait aussi perdre la notion de priorité qu'on peut avoir dans les différents travails à mener, les différents dossiers. Donc, il y a une forme aussi de notion d'immédiateté qui pourrait du coup être suscitée par le fait justement d'avoir perdu ces repères temporels. Je fais du coup le lien avec le droit à la déconnexion qui est instauré donc au Code du travail depuis janvier 2017 et qui prévoit du coup la mise en œuvre à destination des salariés et du personnel d'encadrement, des managers, donc des actions de formation et de sensibilisation à l'usage des outils numériques. Mais aussi, cet article, du coup, met aussi en évidence qu'il faut mettre en œuvre des mesures de régulation des usages qui viseront à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Donc là, le rôle du manager est vraiment clé et fondamental dans ce contexte, c'est aussi de veiller au bien-être de son équipe et du bon usage des outils numériques selon le respect du droit à la déconnexion. D'où l'importance, et on y reviendra, de pouvoir instaurer un cadre et des règles de fonctionnement au sein de l'équipe, et des règles de fonctionnement qui soient communes à l'équipe. La notion du lieu, bien sûr, est aussi une notion qui est centrale. On passe du lieu au lien. Lorsqu'on est dans un mode de travail à distance, on a vraiment un grand défi qui est celui de la déspatialisation. C'est en fait tout l'image que l'on peut avoir du lieu et comment on va l'associer aussi à travers la posture managériale que l'on va avoir. En fait, la posture managériale, elle peut renvoyer en fait à une notion de contrôle à partir du moment où elle est au service d'une autorité hiérarchique. On va asseoir une autorité hiérarchique. Et cette autorité, en fait, et la recherche de contrôle, elle passe aussi assez souvent par le fait que la personne, dans sa posture, peut ressentir un manque de légitimité. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi de poser en termes de regard et de vision managériale par rapport à son équipe. C'est de pouvoir aussi, lorsqu'on est dans un lieu, on a, le lieu va permettre de symboliser une certaine forme de pouvoir statutaire. On va avoir son bureau, on va avoir la voiture, peut-être les vêtements qui font que, ça va... visiblement, on va voir que la personne tient cette posture et ce lien hiérarchique-là. Et c'est vrai que dans le travail à distance, tout bascule. On est dans l'invisible et du coup, pour le manager, même inconsciemment, ça peut être un peu plus difficile à vivre pour lui. Et donc là, ce qui est intéressant selon moi de poser, c'est de savoir comment je me positionne face à la notion d'autorité hiérarchique. En tant que manager, quelle légitimité je me donne et quelle légitimité j'ai aux yeux de mon équipe pour pouvoir justement asseoir cette posture managériale et aussi cette relation hiérarchique. Et c'est vraiment des questions qui sont fondamentales parce que c'est vraiment ce qui permet de travailler la posture et de pouvoir passer aussi du manager qui va être en mode contrôle, avec cette notion vraiment de pouvoir revenir sur des reportings, des feedbacks qui peuvent être assez réguliers, voire oppressants pour les collaborateurs, de passer sur plutôt une relation qui va être de confiance et on va voir justement l'importance dans le travail à distance de pouvoir mettre en place et d'instaurer cette relation de confiance. C'est vraiment un défi qui est là plutôt relationnel. On va être... le rôle en fait du manager lorsqu'on est sur un travail à distance va être vraiment plus de travailler, de faire vivre une identité qui soit propre à l'équipe. Ça va être vraiment
très important parce que c'est ce sur quoi le lien va pouvoir se construire. Et cette identité va aussi voilà, interagir, elle va vraiment prendre forme dans une relation de confiance qui est vraiment indispensable avec, bien sûr, des objectifs communs, mettre voilà, une promotion des échanges durables et productifs. En fait, le manager va avoir vraiment une place prépondérante sur l'animation, de donner du sens, en étant aussi le plus transparent possible en termes d'informations à donner à son équipe, de pouvoir être fiable, cohérent dans les informations transmises à son équipe, de pouvoir fédérer, et aussi, surtout, de libérer des énergies qui soient créatrices. On y reviendra lorsqu'on parlera voilà, des différentes activités et missions des collaborateurs, la charge de travail. C'est vrai qu'il y a vraiment aussi le travail à distance suppose aussi de pouvoir piloter un certain nombre d'activités qui doivent voilà, être impulsées voilà, d'un point de vue individuel ou collectif. Donc, on y reviendra. Donc, c'est vrai que la relation de confiance, elle est vraiment un point central. Elle est avant tout une proximité psychologique qui permet justement d'instaurer des liens entretenus avec l'équipe et qui peut même aller, lorsque les liens sont vraiment entretenus, à avoir une dimension communautaire finalement. Je parlais d'identité au niveau de l'équipe, mais c'est vraiment ça. C'est un sentiment d'appartenance qui est très fort au sein d'une équipe qui a du coup son identité et qui va se mettre au service d'un objectif commun ou d'une vision qui va être partagée. C'est vrai que pour pouvoir mettre en place cette relation de confiance, il y a effectivement plusieurs méthodes, mais la première, c'est déjà de s'interroger sur la manière dont le manager s'est présenté au sein de son équipe. Quel lien il entretient avec les membres de son équipe. Au final, si une personne manager est nouveau sur le poste, j'aurais tendance à dire voilà, juste prendre le temps déjà de se présenter en mettant en avant les atouts qui le rendent justement légitime sur le poste, d'être peut-être présenté aussi par la direction qui permettent vraiment d'asseoir sa place au sein de l'équipe et aussi de trouver des points communs, y compris dans la vie personnelle, des connaissances qui peuvent être communes avec les membres de son équipe, parce qu'on sait très bien qu'on a un peu tous tendance aussi à faire davantage confiance aux personnes qui nous ressemblent un peu. Et c'est vrai que c'est cette proximité psychologique dont je parlais, c'est vraiment de pouvoir voilà, souder, de pouvoir se rapprocher vraiment de son équipe le plus possible. Bien sûr, de garder le contact, c'est vraiment très très important, et dans la relation à distance, c'est vraiment les écueils qu'il pourrait avoir dans ce mode de communication, c'est des abus d'email qui peuvent être du coup en rallonge et donc lus en diagonale, souvent mal interprétés. On peut avoir des visios, des conférences téléphoniques qui sont mal organisées, où il y a trop de participants, le format il est trop descendant. Et donc du coup, pareil, on n'a plus l'impression d'avoir vraiment l'ordre du jour et le qui fait quoi et l'intérêt finalement de ces conférences. Et le pire, c'est qu'il pourrait y avoir, et dans les retours d'expérience que j'ai eus aussi justement pour préparer cet événement, avec des managers qui me disent « mais je ne sais pas comment communiquer ». Donc, voilà, il y a une absence, alors pas totale, mais il y a vraiment quasiment une absence de communication, ou en tout cas trop ponctuelle, pour permettre du coup à l'équipe de rester soudée. Et le risque, c'est justement cet isolement, ou avoir une communication qui soit que en individuel. Il y a aussi ce risque justement de perdre la notion du collectif et le sentiment d'appartenance qui, on sait de toute façon, qui est vraiment important pour pouvoir avoir une équipe qui est performante au travail. Donc vraiment, voilà, pour renforcer la confiance, c'est vraiment de pouvoir se rendre disponible en planifiant des rendez-vous réguliers, en individuel, en petits groupes, en préférant voilà, la visio, puisqu'on sait aussi que le fait de voir son collègue rend la relation beaucoup plus humaine.
Ça permet de détecter aussi des signaux faibles, éventuellement des mauvaises compréhensions, des désaccords, d'éventuels malentendus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important, et on sait aussi que la visio permet aussi au niveau de ces malentendus de pouvoir déceler et d'être vraiment dans une communication pleine, avec l'importance du non-verbal et du verbal que vous connaissez. Voilà, si on va envoyer effectivement des mails sans intonation, parfois on peut se heurter à quelques interprétations mauvaises. Donc voilà, l'importance aussi du manager que de pouvoir prioriser et adapter le canal de communication par rapport au message à faire passer, qui est vraiment très important. Sur cette relation de confiance aussi, il y a le fait de pouvoir s'intéresser sincèrement à l'autre. Ça paraît peut-être une évidence, mais pas pour tous. C'est vrai qu'on est dans un milieu professionnel, et s'intéresser en tant que personne aux membres de son équipe, c'est justement un des basiques qui permet justement un vrai échange, une authenticité dans les échanges. On parlait encore d'identité de l'équipe, mais ça passe également par là en fait. Et donc c'est de ne pas négliger, même dans le travail à distance, de ne pas négliger des moments informels. Parce qu'en présentiel, on avait des discussions autour de la machine à café, et c'est vraiment important. Le tout, c'est de pouvoir dissocier les deux. Et selon le manager, il va pouvoir être peut-être plus à l'aise et mettre plus régulièrement des petits points d'échange de manière informelle, mais très courts. Et puis des temps formels, peut-être voilà, une fois par semaine, des temps formels où on fait le récap, vraiment avec des choses précises. Peut-être que voilà, il faut pouvoir aussi écouter la manière et le mode de fonctionnement que le manager a, puisque c'est aussi ce qui va lui permettre d'impulser des choses. Et on sait très bien que voilà, il a aussi voilà, le travail à mener sur le long terme va faire que il a besoin d'être complètement animé par ce qu'il fait et pas avoir lui demander des efforts en continu, puisque sur le long terme, ça va être assez difficile à suivre. Donc voilà, c'est aussi s'écouter en tant que manager, mais c'est aussi écouter du coup son équipe. Ça peut être, si on a des personnes qui sont de cultures différentes, de pouvoir prendre en compte aussi cette culture. Parfois, on a des valeurs qui peuvent être associées aux cultures qui peuvent être fortes. La ponctualité, par exemple, ou si on a un retard de quelques minutes, ça peut être, et s'il est répété, ça peut être plus gênant pour une personne que pour une autre. D'ailleurs, que ce soit dans la culture ou pas, hein, c'est des vraies valeurs qui sont portées par des personnes. Donc on y reviendra aussi sur cette notion de cadre et de règles de fonctionnement de l'équipe qui sont vraiment très importantes et qui permet d'asseoir un vrai besoin de sécurité aussi pour l'équipe. Reconnaître pour la relation de confiance, c'est également important. Donc ça va aussi dans la continuité de ce que je disais par rapport à cette forme de s'intéresser aussi à la personne, donc à l'équipe, mais en tant que personne. C'est aussi de pouvoir voilà, récompenser et dire les actions qui sont accomplies par les différents membres de son équipe, en se concentrant aussi sur le succès en fait, de la personne, mais aussi comment elle a pu contribuer au succès de son équipe et donc du collectif. Ouais, et toujours aussi avoir en tête de pouvoir renforcer au maximum, et surtout dans le travail à distance, renforcer l'intérêt du collectif qui est vraiment important. Et ça va être dans la traduction justement et la fixation des objectifs qui seront à définir. En parlant d'objectifs, justement, il y a cette notion de charge de travail, donc là qui est vraiment importante. Cette charge de travail, elle est finalement d'autant plus importante, alors même si elle l'est également lorsqu'on n'est pas dans un travail à distance, mais elle est d'autant plus importante de par justement le risque d'isolement des collaborateurs lorsqu'on est sur un travail à distance ou en télétravail. Et donc là, c'est des petites clés qui sont données notamment par l'ARACT qui a travaillé pas mal sur le sujet, et j'ai trouvé intéressant de vous partager ça. Voilà, comment on peut appréhender cette notion de charge de travail qui est vraiment au cœur de la relation managériale. S'en préoccuper, c'est d'une certaine manière mettre en adéquation des objectifs de performance
avec les ressources dont disposent les collaborateurs pour accompagner leurs tâches. Et on sait que au niveau des ressources, dans le contexte où on vit, et forcément, on va aussi avoir quelques disparités par rapport à l'environnement du collaborateur. La charge de travail, elle concourt aussi à la performance et elle affecte directement la santé des salariés. On sait très bien qu'une charge faible va provoquer un sentiment d'inutilité, là où une surcharge va être plutôt en risques psychosociaux assez importants. Et on l'a vu précédemment, notamment avec l'état de connectivité permanente qu'on a pu aborder. Sur comment aborder cette charge de travail. Charge de travail, dans le langage commun, ça fait penser à un poids, une dépense qui doit être couverte par une responsabilité, qui doit être assumée. Donc c'est vrai que elle peut être décrite en 3 phases. On a une charge de travail qui peut être prescrite. Donc là, cette charge de travail prescrite, c'est en fait une tâche qui va supposer, on est sur un système de contraintes qui va s'imposer aux salariés, en fait, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. C'est-à-dire que sont les objectifs que l'on attend du travail, les attentes qui vont être définies par les organisateurs du travail, dont l'exécution va être vérifiée par le manager. Donc c'est vraiment, là, on est sur les attentes et les besoins, les livrables sur lesquels le manager va appréhender cette charge de travail, ou en tout cas va communiquer auprès de son équipe. On a la charge de travail qui est réelle ou vécue, c'est le coût que le salarié va avoir pour réaliser l'activité. C'est vraiment, on ne va pas parler, ça concerne en fait l'ensemble des régulations qui sont effectuées pour atteindre les objectifs. Par exemple, on va animer, on demande à la personne d'animer un webinaire sur le télétravail, par exemple. La charge de travail qui peut être réelle ou vécue, ça peut être perçu par une personne en disant c'est une charge réelle plus importante que la charge prescrite parce que le collaborateur n'est peut-être pas tout à fait dans le sujet ou au fait du sujet, et donc il va devoir pour lui aller investir un certain nombre de champs réglementaires, qui n'est pas forcément il n'est pas forcément formé, et donc du coup ça va être aussi du temps supplémentaire qu'il va devoir allouer à ça. La charge de travail subjective ou ressentie, là on est vraiment sur du ressenti, donc c'est comment cette charge, elle peut varier selon l'équilibre rétribution et contribution. C'est aussi le sentiment d'utilité qu'on va conférer au travail. On parlait justement, si on a une charge lourde, une charge ressentie comme lourde de travail, elle pourrait être ressentie positivement si elle fait l'objet d'une rétribution ou d'une reconnaissance derrière, par exemple, que ce soit par l'équipe ou par le manager ou autre. Et à l'inverse, une charge faible, avec un travail justement qui est non reconnu ou pas suffisamment considéré, ça peut être aussi très mal vécu et ressenti vraiment négativement par le collaborateur. L'exemple type, c'est on a, donc je reprends l'exemple du webinaire, on est sur une activité qu'on va demander à la personne, qui peut être ponctuelle, qui effectivement va s'ajouter à d'autres activités qu'il a lui-même déjà dans ses tâches au quotidien. Et ça va lui demander beaucoup de temps, et la charge ressentie va être vraiment perçue comme lourde, mais elle peut être ressentie positivement si elle est associée par exemple à un challenge du salarié, où ça va vraiment lui donner, c'est conférer justement une forme de progression dans sa gestion des compétences, et vraiment une forme d'aller investir les sujets qu'il aime,
et qui va du coup permettre peut-être de le booster aussi dans son travail. Donc, ces trois notions, en fait, peuvent vraiment être une base de dialogue qui peuvent être guidées, en fait, entre le manager et les membres de son équipe pour justement ajuster les activités de manière concrète. Et c'est vrai que au regard de notre situation, c'est vrai que la charge de travail va être aussi ressentis, et les ressentis vont être vraiment importants dans le contexte où on vit, parce qu'il y a vraiment ce risque, on en parlait, d'isolement, le fait d'être débordé, le fait justement de ne plus avoir cet équilibre vie privée et vie professionnelle, qui peut faire que sur le long terme, ça va vraiment être au détriment du bien-être du collaborateur, mais aussi de l'équipe, et ça peut vraiment plomber l'ambiance et la performance de l'équipe. Donc c'est vraiment là un des rôles du manager, c'est vraiment d'aller décrypter ça auprès de son équipe, avec des points individuels, avec la visio, pour permettre justement d'avoir toute la pleine connaissance de la personne sur comment elle vit les différentes activités, au-delà des livrables qui sont des attendus du manager, qui ont été définis avec la personne, etc., etc. Là, on est vraiment aussi sur le ressenti. Ça, c'est vraiment, vraiment important, quitte aussi à ajuster les livrables ou à accompagner le salarié sur les difficultés qu'il pourrait avoir dans son quotidien. Ce qui est également aussi intéressant d'aller rechercher dans cette analyse de l'activité, c'est les tâches qui supposent de l'innovation, de la créativité, parce que c'est aussi des activités qui ne peuvent pas ou peu être voilà, simplement mise en visio ponctuellement. Il y a vraiment là le rôle du manager qui est de pouvoir impulser des groupes de travail, impulser vraiment une dynamique collective pour permettre ces temps d'échange et peut-être de profiter aussi de la période que l'on vit pour pouvoir aller sur des nouveaux champs, des nouveaux projets. Et ça, c'est tout à fait possible, notamment avec voilà, les différentes plateformes et outils numériques qui sont mis à disposition. Et c'est au manager d'assurer justement et d'impulser cette dynamique de groupe pour pouvoir vraiment construire pleinement des activités et de ne pas perdre du coup les personnes qui peuvent être voilà, plus dans un souhait de pouvoir diversifier leur activité, ou qui sont naturellement créatives et qui peuvent du coup rentrer dans une routine liée justement à ce travail à distance qui du coup doit être appréhendé de façon un peu particulière. Je parlais de créativité, le naturel aussi des personnes qui composent l'équipe, et ce qui est important ici, c'est aussi de savoir et de prendre en considération le profil de l'équipe. Le profil de l'équipe va être justement dans cette perception d'autonomie, et on sait que voilà, le processus d'autonomie va être différent d'un collaborateur à un autre, mais aussi la manière dont il va interagir avec les personnes. On sait que voilà, on a des personnes qui vont être plus facilement dans ce lien social et qui ont besoin d'échanger, qui vont être d'un naturel à vraiment avoir besoin du collectif pour avancer. D'autres qui, au contraire, vont avoir vraiment ce besoin d'indépendance et de pouvoir voilà, juste simplement avoir leur périmètre d'intervention qui soit bien défini. Et ça peut être OK aussi, parce que finalement, dans un processus d'autonomie, on passe par ces 4 stades-là, hein, qui sont donc la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance, l'interdépendance. Et en fait, d'interroger justement vos collaborateurs sur la manière dont ils fonctionnent et ce dont ils ont besoin, ça va permettre aussi de pouvoir situer le curseur, non pas du contrôle, mais du reporting, de l'accompagnement, du soutien, des réajustements des livrables, des attendus, pour laisser aussi la pleine liberté. Alors quand j'entends liberté, c'est vraiment le poids des contraintes qui vont être imposées aux collaborateurs versus les choix qu'il va pouvoir réaliser dans son travail.
Et c'est vraiment de faire la part des choses entre ces deux pans et de pouvoir voilà, toujours ramener aux besoins du collaborateur, quitte à les faire aussi s'exprimer sur ces besoins-là et pour pouvoir réguler. C'est vrai que je fais le lien aussi avec les recrutements, les intégrations qui sont amenées aussi en période de travail à distance qu'on vit. Certains recrutements continuent à avoir lieu. C'est vrai qu'ils peuvent se gérer plutôt bien avec le développement des outils numériques. Bon, même si on sait que voilà, en présentiel, on a le feeling et c'est toujours préférable d'avoir la personne en face à face, ça reste quand même gérable de mener un process de recrutement à distance. Là où ça devient plus compliqué, c'est justement la période d'intégration. Parce que la personne, surtout si elle vient d'une entreprise qui est extérieure, elle est complètement dépendante. Là, on est vraiment sur cette notion de dépendance. En fait, les bonnes pratiques, généralement, dans les retours d'expérience, les bonnes pratiques font que l'intégration, majoritairement, et surtout en ce moment, il est reporté pour permettre justement cette phase d'intégration en face à face qui va être plus créatrice de liens, voilà, avec une intégration de la culture, s'approprier les règles de fonctionnement de l'équipe, de l'entreprise. Voilà. Après, ce n'est pas toujours le cas de pouvoir le reporter parce qu'il y a un impératif. Et là, c'est vraiment un accompagnement qui est plus individualisé au regard du contexte de l'entreprise, de l'équipe, pour pouvoir le faire. Mais c'est voilà, c'est d'avoir en tout cas conscience de ces différentes phases et que finalement, chaque phase est intéressante en soi dans la mesure où dans le processus d'autonomie, on va instaurer, je vais prendre un exemple, des règles de fonctionnement au sein d'une équipe. Bon, là, on a des contraintes qui vont être fortement imposées, donc on va passer sur une phase de dépendance. On va consolider voilà, par le biais les règles par le biais d'opposition, d'objection. Donc là, on va rentrer dans une phase de contre-dépendance, mais qui fait partie du processus. Chaque personne va s'approprier là où les règles d'un point de vue personnel, donc ça va être cette phase d'indépendance où du coup on se l'approprie et on développe en soi aussi l'engagement à ce stade-là. Et ensuite vient le temps du collectif, donc cette phase d'interdépendance qui est très importante et qui va permettre d'ajuster et d'accepter les différences, les complémentarités des uns et des autres et des ajustements, des règles de fonctionnement qui auraient pu être définies au préalable. Et c'est là cette notion de complémentarité de l'équipe qui prend vraiment toute cette place et cette dimension. Donc si je reviens vraiment résumer aussi sur des conseils clés pour assurer un management à distance performant, je pourrais dire qu'il y en a 6 en résumé, 6 conseils. Le premier, dans les bonnes pratiques, comment le déployer, ce serait vraiment de créer des conditions d'une communication fréquente. D'abord, on a parlé du sentiment de solitude et d'isolement, donc qui peut s'instaurer. Donc, c'est vraiment de pouvoir mener des temps d'échange informels réguliers, des points formels peut-être moins réguliers, une fois par semaine par exemple. Le tout, c'est d'avoir en tête que garder le contact, c'est aussi de mettre en place des moments de communication qui soient rapides mais fréquents. Ça peut passer aussi par des messageries instantanées et le chat, à partir du moment où on associe des règles de fonctionnement et d'usage qui convient à l'ensemble de l'équipe. Vraiment, c'est pouvoir également aussi instaurer peut-être des rituels. Ça peut aller d'un e-café de 30 minutes hebdomadaire, par exemple, pour garder le lien. Vient qui a envie de venir, comme à la machine à café, si j'ai envie de dire. Ça peut être une réunion de 15 minutes qui est quotidienne, qui est formelle, avec un ordre du jour défini pour aider les membres de l'équipe à prioriser leur axe de travail sur la journée, par exemple. Donc ça, c'est vraiment aussi à adapter en fonction des besoins des collaborateurs et des besoins des équipes. Et le curseur ne pourra se faire qu'en concertation avec l'équipe pour pouvoir justement répondre aux besoins et au rythme de chacun.
Les réunions, c'est important aussi pour pouvoir garder le contact, mais il ne faut surtout pas perdre de vue l'objectif et l'ordre du jour. Faire des réunions, ok, mais si ça n'aboutit à rien, ça va rendre du coup obligatoire, ça va donner des contraintes imposées aux collaborateurs. Cette notion du sens va être vraiment, vraiment très importante, de pouvoir aussi, peut-être en fin de réunion, refaire un point sur ce qui a été dit, avec un plan d'action à mener, qui fait quoi, quand, peut-être même de poser voilà, sur un répertoire un petit fichier avec le suivi des actions. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir donner un cadre de travail sur lequel les personnes peuvent se référer et sur lequel ils peuvent se dire « Ok, là, moi, je suis attendu là-dessus, c'est concret et j'avance. » Donner des règles de travail et un cadre de fonctionnement. Ça, c'est très, très important aussi pour sécuriser les collaborateurs dans leur travail. Idéalement, le faire ensemble. C'est vraiment de pouvoir faire réfléchir l'équipe pour voilà, créer de la cohésion, créer encore une fois cette forme d'identité. Et ces règles de travail, elles peuvent être construites soit sur la base de la charte de télétravail si elle est déjà formalisée, ou pas si elle n'est pas encore, et donc ça peut être même intéressant de pouvoir aussi reprendre les différentes règles de fonctionnement des équipes lorsqu'on est sur une entreprise avec plusieurs équipes, pour pouvoir aussi avoir un retour pour construire une charte de télétravail qui puisse être plus globale et qui puisse du coup parler à un certain nombre et donc être généralisée au sein de l'entreprise et avoir cette vision un peu plus globale. Donc partir du terrain pour construire ces chartes de télétravail. Dans les règles, ça peut être, voilà, on n'envoie pas de mail après 20 h, la ponctualité aux réunions visio, voilà, ça va vraiment être des choses très opérationnelles et concrètes pour les salariés et qui vont faire aussi écho aux valeurs de chaque personne qui constitue l'équipe. Clarifiez vos attentes et les besoins auprès de votre équipe. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir donner du sens au travail. Donc, avec la distance, comme on l'a vu précédemment, elle nous fait parfois perdre la notion du temps et donc des priorités à gérer. Donc, tout peut devenir urgent et le risque est soit d'avoir des collaborateurs qui croulent sous le travail, ou des collaborateurs qui sont complètement largués parce qu'ils n'arrivent pas à prioriser voilà, ce qu'ils souhaiteraient mettre, ce qu'ils doivent mettre en place dans leur mission. Donc, ce qui est important, en fait, c'est vraiment de mettre en place des objectifs clairs qui soient réajustables dans le temps pour chacun avec des échéances qui soient courtes. Pour cela, il y a des méthodes, hein, la méthode SMART, la méthode Eisenhower aussi, qui peut être voilà, facilement applicable. Et ça va vraiment aider l'équipe à comprendre ce qu'elle doit faire. Ça signifie aussi définir voilà, des délais, la notion de livrable et de s'entendre sur la notion de livrable pour chaque mission dans une réalité aussi en termes de temps qui est tout en cohérence avec la charge de travail qui peut être ressentie. Donc c'est vraiment aussi une définition qui doit aussi passer par le collaborateur pour définir la manière de travailler, les missions, les projets, au regard aussi des contraintes imposées par l'activité, bien évidemment. Se concentrer sur les résultats et pas sur l'activité. Donc là, c'est cette notion justement de contrôle hein, qui peut ressortir. Reporting, oui, mais il est vraiment préférable de laisser place, dans un premier temps en tout cas, à la liberté d'action du collaborateur dans la manière dont il va appréhender, réaliser son travail. Là, on n'est plus sur des notions d'heures de travail, qui va permettre de mesurer l'efficacité de l'équipe. On est vraiment sur, d'un point de vue organisationnel, c'est vraiment de s'assurer que l'équipe possède aussi des outils numériques, le matériel informatique, les compétences, les formations qui sont du coup nécessaires pour pouvoir mener à bien le travail et pour pouvoir également atteindre le livrable qui a été défini avec la personne et dans les temps impartis. Donc, il y a aussi, dans cette logique de reporting, de pouvoir aussi réajuster en fonction des moyens qui sont mis à disposition du collaborateur pour pouvoir assurer simplement les délais qui sont fixés et puis les objectifs visés.
Et d'un point de vue comportemental et psychologique, on prend en compte, bien sûr, l'environnement dans lequel évolue le collaborateur. Et c'est vrai que voilà, on peut avoir des vies personnelles qui peuvent être très, très, très différentes, famille, pas famille, colocation, voilà. Donc, c'est aussi très important que de pouvoir appréhender ces notions-là, parce que c'est aussi ce qui va revenir sur cette notion de charge de travail et comment on peut la réajuster au mieux pour le collaborateur, toujours dans cette perspective de performance aussi et des réalités de l'activité. Voilà pour ce que je peux dire en termes d'activité et de résultats. L'autre démarche, enfin l'autre point qui est pour moi intéressant, on l'a abordé également, c'est qu'il faut pouvoir vraiment tenir compte de l'activité, c'est aussi tenir compte de l'interdépendance que peut avoir le travail du collaborateur vis-à-vis de son équipe et de pouvoir impulser, si besoin, des groupes de travail si un collaborateur n'arrive pas à avancer seul dans le cadre de ses missions. Et c'est toute la notion aussi de l'équipe et de la synergie, se reposer aussi sur cette forme de synergie collective, l'intelligence collective pour pouvoir vraiment soutenir des collaborateurs. Adopter une approche collaborative, c'est aussi de pouvoir, comme je le disais précédemment, extraire des activités qui suscitent plus de réflexion, des activités de brainstorming, voilà, des choses qui relèvent vraiment plus de l'innovation et donc des temps d'ateliers qui permettent justement le développement de cette créativité, de pouvoir les identifier et de pouvoir vraiment les impulser dans le temps. Donc ça, c'est vraiment aussi très important pour le manager d'identifier ça. Flexible, accessible, bon bah là oui, on sait qu'un manager, il peut avoir également une activité de production qui peut être associée à sa fonction managériale. Donc c'est vrai qu'il va devoir mettre le curseur aussi par rapport à l'accès, enfin voilà, le fait de se rendre disponible à son équipe, d'être flexible par rapport à ses propres activités, certes, mais c'est vraiment très très important que de pouvoir laisser les équipes gérer leur journée, mais également de pouvoir aussi, dans un certain sens, pouvoir voilà, répondre à la demande de son équipe. Alors, ça peut être aussi par le biais d'un cadre et des règles de fonctionnement, si besoin, et si la personne se sent un peu dépassée, le manager se sent un peu dépassé par énormément de demandes de son équipe, ça pourrait être aussi des points qui pourraient être abordés sur les règles de fonctionnement de l'équipe par rapport à cette disponibilité-là, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir préserver au maximum la communication et puis voilà, observer au maximum ce qui se passe factuellement, de pouvoir revenir sur les ressentis des uns et des autres, d'exprimer des demandes. Donc la disponibilité, elle est là aussi en termes au niveau du managérial, c'est une disponibilité psychologique et aussi voilà, permise par un cadre qui puisse voilà, être pleinement en lien avec les besoins de l'équipe, donc voilà, mettre en place les outils, les organisations qui vraiment viennent contribuer à cette cohésion et ce renforcement des liens qui est important. Et j'ai encore là, dans les retours d'expérience de certains managers qui me disent mais je n'ai pas les outils numériques qui me permettent de vraiment mobiliser mon équipe sur tel sujet ou des outils qui permettent vraiment de rendre un peu plus ludique les réunions. Et c'est vrai que les moyens qu'on va donner aux managers sont inévitablement aussi
une des bases, mais encore faut-il que le manager puisse définir clairement ce dont il a besoin. Mais c'est vraiment aussi une des bases et un fondamental pour pouvoir assurer un travail à distance qui soit le plus performant possible. Et sans parler également des personnes qui peuvent être aussi voilà, un peu éloignées de l'usage des outils numériques. C'est justement comment les accompagner pour qu'ils soient vraiment plus dans cette connexion-là et du coup connectés aussi à l'équipe. Donc c'est vraiment aussi voilà, un travail du manager que de pouvoir repérer ça et puis faire monter en compétence ses collaborateurs pour fluidifier au maximum la communication. Voilà, donc il y a encore plein de sujets parce que le management à distance, on pourrait voilà, encore ouvrir plein de sujets. Là, donc, simplement, nous, en termes d'accompagnement, on est amené à accompagner dans un premier temps des managers, c'est ce qui nous arrive dans le cas des accompagnements et des besoins des entreprises que l'on a, c'est vraiment aussi de pouvoir à un moment donné travailler sur une forme de posture ou de progression du manager sur son poste avec une approche individuelle, sur mesure. Donc là, on met en place voilà, des diagnostics avec une perspective de développement des compétences qui est aussi voilà, on se base également sur un outil d'analyse comportementale qui est l'outil performance, qui nous permet aussi d'aborder l'aspect plus psychologique, comportemental de la personne, et également d'un point de vue organisationnel pour vraiment que le manager puisse vraiment appréhender sa fonction managériale au mieux dans le contexte de l'entreprise dans lequel il évolue. On peut accompagner aussi l'équipe managériale d'un point de vue plus collectif avec soit une approche qui est centrée sur l'échange de pratiques professionnelles ou par des techniques d'animation de type co-développement où on part sur une problématique managériale et on fait émerger un certain nombre de solutions qui permet aussi de renforcer la cohésion d'équipe au sein même d'une entreprise avec des pairs, donc des managers qui vont être peut-être de différents services et qui pourraient éventuellement être concernés par des problématiques communes, ce qui permet de travailler en plus de la problématique technique qui vient se faire, qui émerge du manager, mais de travailler aussi la cohésion au sein même du groupe de managers et donc forme de communauté managériale aussi au sein même de l'entreprise. Et également, au-delà du manager, on travaille aussi sur des équipes avec des ateliers plus collectifs. Donc là, c'est en fonction des problématiques qui émergent de l'entreprise. On peut travailler sur la cohésion d'équipe, favoriser la collaboration. On peut être sur des choses un petit peu plus techniques avec des plans d'action qui vont être vraiment plus sur mesure, comme voilà, la mise en place d'une charte de télétravail. Ça va être voilà, des diagnostics qui permettent de fixer des bonnes conditions de déploiement du télétravail au-delà de la charte. Des outils, du guide manager sur le télétravail. Voilà, on met en place pas mal de choses avec des entretiens aussi de suivi. Et toute la partie, on a parlé aussi des risques psychosociaux avec voilà, des réflexions menées pour assurer le bien-être du collaborateur avec voilà, la notion de qualité de vie au travail et bien sûr, voilà, toujours dans cette optique du télétravail et en quoi justement le télétravail vient un peu bouleverser ces lignes de qualité de vie au travail au sein de l'entreprise. Voilà pour cette présentation. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, voilà, on va passer maintenant aux questions. Et j'en profite également pour vous parler là d'un diagnostic que l'on propose à l'ensemble des entreprises dans cette période. On propose ce qu'on appelle les flash diag. C'est simplement un état des lieux qui est proposé gratuitement, hein, donc à raison d'1 heure avec un consultant et qui vient voilà,
et faire un état des lieux de l'impact du confinement sur votre activité et peut-être de prioriser un certain nombre de problématiques qui émergent. Peut-être que vous-même, vous avez identifié pas mal de choses sur lesquelles vous souhaiteriez intervenir, mais voilà, peut-être de remettre en forme, de structurer, de prioriser tout ça pourrait vous aider avec un regard justement extérieur. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, c'est des choses que l'on mène et que l'on mène gratuitement pour les entreprises. Voilà, je vais laisser place maintenant aux questions. Je vais arrêter l'enregistrement.